Bonjour, j'ai le plaisir de faire partie des co-organisateurs grâce à mon activité au sein de l'association Efficience, qui a co-organisé ce mini-symposium. Juste quelques mots pour présenter ce collectif. Nous sommes des étudiantes et étudiants de diverses disciplines qui promouvons une recherche impliquée pour répondre aux enjeux sociétaux tels que les recherches dues à la risque, dont parlera plus amplement Patrice Bindé, ainsi que l'antibiorésistance, les pandémies et le changement climatique et les risques liés à la sûreté de l'intelligence artificielle. Notre objectif est de fournir aux étudiants qui souhaitent s'inscrire dans cette démarche les méthodes pour les aider à penser leur choix de recherche et leurs pratiques via l'organisation de conférences, séminaires, groupes de travail ou encore camps de recherche. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir pu inviter 4 intervenants. Et donc nous aurons le plaisir d'avoir une première présentation par Frédéric Keck, qui est directeur de recherche au CNRS et membre du laboratoire d'anthropologie sociale et qui a eu des réflexions très poussées sur la notion de sentinelle des pandémies, par exemple, et également sur la biosécurité. Et c'est ce sur quoi il va nous, nous parler plus amplement aujourd'hui avec sa présentation de la théorie du complot aux rumeurs ordinaires, biosécurité et sécurité alimentaire en Chine et en Ukraine. Et sa présentation sera suivie par celle de Patrice Bindé, qui est membre du Conseil national consultatif pour la sécurité biologique et qui réfléchit depuis des dizaines d'années aux recherches dues à la risque, dont notamment les recherches gains de fonction, ce qu'il va vous exposer plus en détail ensuite avec sa présentation sécurité et sûreté biologique, évaluation des risques et recherche duale inquiétante. Merci beaucoup Diane pour cette introduction et pour l'organisation de cet événement. Merci à tous d'être venus. C'est un grand honneur de parler à l'Institut Pasteur puisque au cours des recherches que j'ai menées en anthropologie depuis mon entrée au CNRS en 2005, les chercheurs de l'Institut Pasteur ont toujours été des interlocuteurs. Et donc je me réjouis de cette rencontre autour de la question de la biosécurité puisque c'était le point de départ de cet événement. Donc je voudrais partager des recherches que j'ai mené très récemment, et je m'excuse si je vais le présenter en anglais parce que j'ai eu l'occasion de présenter plusieurs fois ces recherches à des publics aux États-Unis, où vous imaginez que ces questions intéressent. C'est donc une recherche que j'ai menée avec une collègue russe, Alexandra Arkhipova, qui ne peut pas être là aujourd'hui malheureusement, qui est chercheuse réfugiée à Paris, donc accueillie au Collège de France dans le cadre du programme PAUSE, qui accueille donc des chercheurs en exil. Et donc Alexandra Arkhipova est arrivée à Paris il y a 1 an avec une base de données sur les rumeurs et les allégations, disons, d'accidents de laboratoire en Ukraine qui auraient causé l'intervention de l'État russe. Et cette rencontre a été pour moi l'occasion d'un échange très intéressant puisque je travaillais sur la question de la biosécurité depuis longtemps, mais sans avoir de données justement sur cette dimension de rumeur qui, on le sait, fait aujourd'hui partie du débat, notamment à la suite de l'émergence du virus SARS-CoV-2 causant la Covid-19 et disons cette coïncidence ou cette succession temporelle entre l'émergence du SARS-CoV-2 en Chine et ces accusations d'accidents de laboratoire en Ukraine, qui sont bien sûr complètement fausses, mais ces successions d'événements nous disent quelque chose, alors non seulement des risques biologiques, mais aussi de l'état du débat global sur ces risques biologiques et la façon dont ils sont instrumentalisés par les gouvernements pour justifier des tensions géopolitiques. Alors, je vais donc vous présenter quelque chose qui est en cours, dont les données sont encore incomplètes, mais je voudrais surtout discuter avec vous du cadre théorique dans lequel je mène cette recherche à deux. Et disons que le cadre théorique, c'est justement ce lien entre la biosécurité et la sécurité alimentaire. Alors, il se trouve que j'ai commencé mes recherches en 2005 à l'Agence de sécurité sanitaire des aliments et Marc Eloi était président du comité ESST qui, à la suite de la crise de la vache folle, travaillait sur donc la circulation des prions. Et donc le point de départ de mon interrogation sur, disons, les risques biologiques, c'était les risques alimentaires.
Et puis ensuite, j'ai été amené à travailler avec des collègues américains, puis ensuite à l'Institut Pasteur de Hong Kong, sur la biosécurité et son application à la gestion de l'émergence de la grippe aviaire. Et ce qui m'intéresse dans tous ces débats sur la biosécurité, c'est comment c'est relié avec cette question de l'alimentation. Et ce que a montré Alexandra Arkhipova par ses bases de données, c'est justement que les accusations d'accidents de laboratoire en Ukraine ont été très vite remplacées par des accusations portant sur des risques alimentaires. Et donc ce remplacement de la biosécurité comme une problématique, disons, d'experts en charge de laboratoire à des problématiques qui touchent beaucoup plus les citoyens quand ils se demandent s'il est dangereux de manger ce qui fait leur alimentation quotidienne, me semble être un point très important à comprendre, aussi par rapport à nos débats sur est-ce que la gestion de la pandémie ne concerne que des experts ou est-ce que ça peut impliquer les citoyens? Et donc, un problème pour moi en tant qu'anthropologue des sciences, mais qui est aussi un problème pour aujourd'hui en tant que citoyen face à la multiplication des théories du complot. Et donc, pour traiter ce passage, disons, de la biosécurité à la sécurité alimentaire en Ukraine, je vais mobiliser donc des outils de la sociologie des risques, on va dire, et de l'anthropologie aussi de la communication, pour distinguer différents niveaux de circulation de l'information et la façon dont ça capte l'intérêt et l'attention des citoyens. Alors, je vais bien sûr parler un peu des rumeurs, allégations autour de l'émergence du SARS-CoV-2. Il se trouve que quand le SARS-CoV-2 est apparu en Chine, j'ai un livre qui est sorti qui s'intitulait effectivement Les sentinelles des pandémies, sur lequel je travaille depuis 10 ans, mais qui se rapportait à des recherches que j'ai menées en gros à Hong Kong entre 2007 et 2013. Mais ça m'a permis, enfin, la publication de ce livre m'a permis d'abord d'intervenir dans les médias pour essayer d'expliquer ce qui se passait, et puis aussi, de façon plus prosaïque et intéressée, de décrocher un projet ANR sur les marchés aux animaux en Chine. Malheureusement, ce projet, pour les raisons que vous imaginez, était difficile à réaliser. Donc j'ai suivi pendant 3 ans tout ce qui se passait autour de Wuhan sans pouvoir y aller, alors que j'avais des financements pour y aller, autour du fameux marché aux fruits de mer de Wuhan. Et donc là aussi, il y a ce passage du laboratoire au marché, et donc là aussi ce balancement de la biosécurité à la sécurité alimentaire. Voilà donc ce qui justifie le titre de l'exposé que je vais présenter aujourd'hui. Donc, je mobilise effectivement 2 types de sociologie. Et je m'excuse si ces couvertures sont en anglais, ce sont en fait des livres qui sont parus en français, hein. L'une, c'est ce qu'on appelle la sociologie pragmatique de l'alerte et du risque, donc notamment avec le travail de Luc Boltanski. Donc un livre qui en français s'intitule Énigmes et complots, et qui réfléchit historiquement à la façon dont les théories du complot sont apparues dans les années 50, dans un moment de contestation de l'État comme forme d'autorité et de multiplication des acteurs globalisés. Et donc ça dit effectivement quelque chose de la situation où nous en sommes, où l'État n'a plus le monopole de la parole publique sur ce qui nous arrive. Et puis, je mobilise aussi une anthropologie donc, qui se présente comme une anthropologie de la communication, au sens où ça mêle un peu les sciences cognitives et puis l'anthropologie des villes, en l'occurrence. Donc, c'est Julien Bonhomme, qui est un chercheur de mon laboratoire et qui travaille sur la circulation de rumeurs en Afrique de l'Ouest, et notamment donc, une rumeur de vol de sexe qui a causé des lynchages à Dakar, et donc qu'il rattache à la socialité dans les villes, où quand on se serre la main avec quelqu'un, quand on serre la main à quelqu'un d'inconnu, on peut toujours l'accuser de vous avoir volé votre sexe. Et donc, ce qui m'intéresse quand on croise ces 2 références, c'est qu'on peut distinguer différents niveaux de généralité quand on lance une accusation. Lancer une accusation, c'est ce que nous faisons ordinairement quand nous nous disputons, quand nous ne sommes pas d'accord, quand nous pensons que quelque chose ne va pas. Mais ça peut atteindre des niveaux très élaborés, où on pense que c'est effectivement l'État, Bill Gates, la Chine qui sont responsables de tous nos maux. Donc ça, c'est la théorie du complot. Et puis, il y a des accusations beaucoup plus ordinaires, où on dit à quelqu'un que voilà, il ne nous a pas bien serré la main, il nous a mal regardé. Et puis, donc, entre ces 2 niveaux de la théorie du complot et puis de la rumeur ordinaire,
voilà, c'est vraiment le ressort de la sorcellerie, une rumeur ordinaire, hein. Quelqu'un vous a mal serré la main et vous dites il m'a ensorcelé, etc. Il y a deux niveaux qui vous intéressent plus en tant que scientifique. Il y a le niveau de l'hypothèse scientifique, où il y a une incertitude et on discute entre experts. Ça, c'est ce qu'on fait en général dans les comités. Et puis, il y a le niveau de l'allégation politique, où là, ça va être des acteurs, alors en général des États, mais ça peut être aussi tout un tas d'agences qui vont accuser un acteur dans un autre territoire d'avoir fait quelque chose de mal. Alors, donc je vais essayer de distinguer, parce qu'en fait, dans le débat sur la biosécurité, ces quatre niveaux se mêlent et font que les informations circulent et plus personne ne sait bien à quel niveau il faut prendre l'information. L'autre référence que je mobilise dans ces recherches, c'est donc des travaux qui ont été menés aux États-Unis, notamment donc à Berkeley, avec Paul Rabinow, avec lequel j'ai travaillé avant de faire mes propres recherches. Donc sur l'émergence de la norme de biosécurité, alors après les attentats du 11 septembre, où c'est devenu dominant, mais en fait à la fin de la guerre froide. Donc on a fait ensemble ce livre en 2008 qui essaye de cartographier les usages de la biosécurité et la façon dont les experts sont mobilisés pour gérer ces risques de biosécurité, qui se rassemblent autour du terme de biosécurité. Andrew Lakoff et Stephen Collier ont montré que autour de la biosécurité, c'est tout un ensemble de techniques visant à préparer à une catastrophe qui sont mises en place et que ces techniques ont été pas inventées, mais en tout cas implémentées, réalisées aux États-Unis au début de la guerre froide, dont des techniques de sentinelle comme des signaux d'alerte précoce, des techniques de simulation des exercices sur des scénarios du pire cas, ou des techniques de stockage. Alors ça peut être des capsules d'iode, des vaccins, des masques. Donc tout un ensemble d'équipements d'émergence qui permettent de gérer une catastrophe avec un ordre de priorité pour du personnel concerné. Donc moi j'ai beaucoup notamment étudié les sentinelles, hein, puisque à Hong Kong il y avait vraiment l'invention de techniques de sentinelles, mais j'ai aussi étudié un peu ces autres techniques. Et puis ce qui était intéressant dans le champ de recherche qu'on ouvrait, c'est de voir que la biosécurité ne prend pas le même sens selon les zones du globe où on se situe. Aux États-Unis, ça se concentre beaucoup autour des risques bioterroristes, après le 11 septembre 2001. En Europe, c'est beaucoup autour de la sécurité alimentaire, justement. Et puis, en Australie, par exemple, c'est beaucoup autour des espèces invasives, du fait de l'histoire de ce continent, où on introduit des tas d'espèces, y compris la myxomatose, pour gérer les lapins. Donc voilà, il y avait un ensemble de sociologues et d'anthropologues qui essayaient de cartographier ces usages à la fois dans le temps et dans l'espace. Alors moi, quand je travaillais donc sur la Chine, il manquait en fait un élément très important pour comprendre comment la biosécurité est arrivée en Chine, c'était l'espace soviétique, puisque la Chine est quand même un ancien pays soviétique, enfin communiste. Et donc, ce que je vais présenter là en 3 diapositives qui vont être un peu indigestes, c'est justement comment la biosécurité est arrivée en Union soviétique. Elle n'est pas une invention ni américaine ni européenne, c'est un ensemble de préoccupations qui sont apparues au début du siècle, mais qui sont devenues quand même particulièrement importantes dans les années 90 avec la fin de la guerre froide. L'alerte lancée sur des laboratoires soviétiques qui vendaient leurs matériaux et leur savoir-faire à tout un ensemble d'États qu'on appelait voyous. Cette alerte, elle a été notamment lancée aux États-Unis par Ken Alibek, qui était un Kazakh, qui a donc publié ce livre Biohazard, qui a eu tout un effet très important sur l'administration Clinton. Mais aussi, et c'est moins connu, ce chercheur russe Pasechnik, qui lui a fui ce qu'on appelle des defectors, donc c'est des savants, des chercheurs qui travaillaient pour l'Union soviétique et qui ont fui à grand risque l'Union soviétique. Et donc ce Pasechnik est passé, lui, au Royaume-Uni. Malheureusement, il a été empoisonné, ça arrive souvent aux defectors, 1 an après être arrivé en Grande-Bretagne. Mais il y a eu donc ce chercheur américain, Raymond Zilinskas, qui a travaillé avec les deux et qui a surtout voulu confirmer les informations que donnait Pasechnik. Donc à travers 2 livres, sur l'histoire du programme d'armes biologiques soviétiques du début du XXe siècle jusqu'à la fin de la guerre froide, et ensuite un livre sur la biosécurité dans la Russie de Poutine.
Donc, je vais passer très vite sur ces diapositives et je pourrais vous les envoyer si vous voulez. Et tout ça sera publié dans un article. J'essaye de résumer 2 livres de 1000 pages en 2 diapositives. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord souligner que donc, les armes biologiques, la préoccupation pour les armes biologiques est arrivée très tôt en Russie. En fait, au moment où on a signé les protocoles de Genève sur l'interdiction de l'usage de gaz, de poisons et d'outils bactériologiques, après la Première Guerre mondiale, où il n'y a pas eu d'armes biologiques utilisées, mais bien sûr, il y a eu les gaz, et donc, à Genève, les puissances engagées dans le conflit se sont réunies pour interdire tous ces usages. Et ce traité n'a pas été signé par le Japon et par les États-Unis. Ce qui fait que l'Union soviétique qui avait signé ce traité s'est plutôt engagée dans des recherches biologiques, mais par contre, elle a eu des accidents de laboratoire tout au long de son parcours. Donc, et puis, il y a eu des histoires, bien sûr, très, très sombres que vous connaissez, avec des purges, des savants très éminents qui ont été accusés d'avoir causé justement des échappées de laboratoire. Bon, un épisode d'anthrax en 1938. Donc, beaucoup de pertes de savoir dans ces différentes époques. L'événement important aussi, c'est qu'en 1945, l'armée rouge arrive à Harbin, où le Japon a un laboratoire, l'unité 731 de sinistre mémoire, puisque les Japonais avaient expérimenté, c'est le seul cas vraiment documenté d'usage d'armes bactériologiques sur des patients chinois, enfin sur des prisonniers chinois. Et le savoir de ces biologistes a été partagé entre surtout les États-Unis, mais aussi la Russie. Ce qui a donc permis aux Russes de créer encore d'autres laboratoires. Bon, la cartographie a aussi beaucoup changé en fonction des accidents de laboratoire. Mais aussi d'aider les Russes. Pardon, les Russes ont aidé les Chinois à construire des laboratoires d'armes bactériologiques. Et puis, l'autre épisode important à mémoriser, c'est qu'il y a eu un gel des recherches sur les armes bactériologiques pendant 20 ans du fait du lysenkisme, les recherches sur, disons, c'est du Lamarck appliqué à la génétique, mais qui a empêché les Russes d'avoir la révolution moléculaire qu'on a eue, nous, dans les années 50. Et quand, en 1971, Yuri Ovnichnikov propose de relancer la génétique, il le fait au nom, pour fabriquer des armes bactériologiques. Ce qui fait que la Russie se trouve dans une situation un peu paradoxale, où au moment où Nixon signe le traité, la convention sur les armes biologiques et toxiques, donc revenons sur 50 ans où il n'avait pas signé la convention de Genève. Nixon demande c'était à ce moment-là Brejnev, de s'engager aussi à détruire ces stocks d'armes biologiques. Et en fait, Brejnev s'engage massivement dans un programme d'armes biologiques. Bon, il y a eu aussi encore un épisode d'anthrax en 1979. Et puis, à la fin de la guerre froide, alors que Gorbatchev et Yeltsin promettent d'arrêter ces programmes, en fait, ils continuent. Et c'est le début de toute cette querelle sur des experts américains, européens qui viennent en Russie inspecter les laboratoires. Ensuite, ça va se déplacer en Irak, puisque les Russes vont aider les Irakiens à faire des armes biologiques. Il y a des experts de l'UNSCOM qui arrivent. Alors, en 2001, il semble que Poutine et Bush s'entendent pour renoncer aux armes biologiques et traquer le bioterrorisme, mais en fait, Poutine a continué ce programme. Surtout, il a développé une vraie paranoïa à l'égard d'armes biologiques qui seraient fabriquées par les États-Unis. Alors là aussi, les accusations de fabrication d'armes biologiques entre la Russie et les États-Unis, c'est une succession. À peu près tous les virus qui ont émergé au cours du XXe siècle, les Russes ont accusé les Américains de les fabriquer. Ce qui est très amusant, c'est de voir qu'il y a certaines accusations qui n'ont pas pris. Par exemple, en 1980, Fidel Castro accuse les États-Unis d'avoir introduit la dengue à Cuba, et il y a des experts soviétiques qui viennent pour le contredire. Mais voilà, donc ça explique qu'effectivement, quand Poutine a besoin de justifier sa guerre en Russie, et il l'avait déjà fait avec la Géorgie sur la peste porcine, il invente le fait que du H5N1 et de la peste porcine étaient étudiés dans les laboratoires ukrainiens financés par les États-Unis. Alors, quand on lit tout ça, on se dit que c'est que des accusations de gouvernement. Et en fait, il y a aussi une vraie adhésion de la population à ces programmes. Si on prend par exemple ces 2 grandes campagnes menées dans les années 50 en Chine et en Russie,
En Russie, on disait aux citoyens qu'il fallait aller traquer les coléoptères, les potato beetles, donc des coléoptères qui infectaient les pommes de terre, dorifores. Et puis en Chine, on traquait les moineaux. Ils ont tellement détruit les moineaux qu'à la fin, ils ont eu plein de grillons et ils ont dû importer des moineaux depuis la Russie pour gérer leurs infestations de grillons. Alors, ça nous amène à ce tableau qu'a construit donc ma collègue russe, où elle a en gros aspiré des données. Donc, vous voyez, il y a quand même 92 000 articles et 164 000 messages au cours de l'année 2022. Alors ça demande un savoir-faire que je n'ai pas sur la gestion de données. Hein. C'est des données qui ont disparu des réseaux sociaux. C'est des articles en russe, bien sûr. Et donc, ce qu'elle montre, c'est qu'elle essaie pour chacun de ces messages ou articles de les taguer avec des mots-clés et aussi de voir leur circulation. Et donc, elle distingue 5 groupes. Donc, un groupe d'accusation de fabrication d'armes ethniques, c'est-à-dire d'armes qui viseraient spécifiquement des Russes, ce qui est techniquement impossible, mais il y a aussi toute une histoire au cours des 10 dernières années. Alors, on voit que ça suscite beaucoup d'attention et ça retombe. Ensuite, il y a des armes biologiques, donc là, c'est H5N1 et peste porcine. Ça suscite beaucoup d'attention au moment de l'invasion de l'Ukraine et ensuite ça retombe. Ensuite, il y a d'autres. Alors, je ne sais plus ce que c'est. Il y a le choléra. Voilà, en jaune, c'est le choléra. Ensuite, en 4, c'est de la nourriture contaminée. Et en 5, c'est des bombes. Par exemple, on raconte que vous vous asseyez sur un banc, il y a quelqu'un a laissé un portefeuille et en fait, c'est une bombe. Voilà. Donc, tout ça circule. Et à chaque fois, c'est l'idée que les Ukrainiens en veulent aux Russes. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de regarder après le verbatim de ces rumeurs. J'ai mis aussi la carte des laboratoires, effectivement, qui existent, hein, où les États-Unis finançaient une recherche sur notamment la grippe aviaire, hein, puisque c'est un lieu de passage des oiseaux migrateurs. Et quand on regarde ces rumeurs, enfin ces messages sur les réseaux sociaux et ces articles qui sont bien sûr pilotés par, c'est de la presse officielle, hein, il y a effectivement des accusations sur des laboratoires, mais il y a aussi l'idée qu'une rumeur va en succéder à une autre, que quand on raconte quelque chose, voilà, par exemple, il y a beaucoup de messages sur les réseaux sociaux qui mettent en doute la véracité. Voilà, c'est seulement des idiots qui peuvent croire que les Américains vont créer une arme ethnique pour tuer des Russes. Ou quand j'ai entendu parler de concombres vendus à Kherson avec des aiguilles, j'ai immédiatement demandé quand est-ce qu'ils allaient commencer à parler de cerises infectées ou contaminées à Melitopol. Et effectivement, ça s'est produit. Donc les rumeurs se succèdent. Ce qui est intéressant, c'est de voir la circulation des rumeurs et comment on attire l'attention sur tel sujet plutôt que tel autre. Donc moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette séquence, c'est la façon dont ça reflète ou ça reprend quelque chose qui s'est passé autour de l'émergence du SARS-CoV-2. Donc, je n'ai pas pu aller à Wuhan. Des experts y sont allés. Donc, en février 2021, moitié d'experts chinois, moitié d'experts non chinois. Et ils ont fait ces 4 scénarios. Donc là, on est plutôt au niveau de l'hypothèse, hein, pour tester les probabilités des différents scénarios d'émergence. Alors, bien sûr, il y a eu des rumeurs qui ont circulé sur des chauves-souris mangées par des Chinois. Et vous savez peut-être que cette vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux était en fait tournée dans une île de Micronésie, où il y a vraiment un tourisme visant les Chinois pour leur faire pratiquer des formes d'alimentation plus spécifiquement micronésienne. Hein. On mange des chauves-souris, effectivement, en Indonésie, en Australie, mais pas du tout en Chine. Hein. Et donc on écarte, en tout cas, cette idée d'une transmission alimentaire peut être écartée, mais par contre, l'hypothèse d'une transmission directe des chauves-souris aux humains a une probabilité, notamment quand on se rappelle qu'il y a eu effectivement un cas à Mojiang, donc dans une grotte au sud-ouest de la Chine, dans le Yunnan, en 2013. Il y a l'hypothèse de la transmission sur un marché aux animaux, donc où il y a eu le premier cluster en décembre 2019. On cherche toujours l'animal intermédiaire. Le chien vivérin est assez haut dans les cibles potentielles. Il y a l'hypothèse d'une importation étrangère par des produits surgelés qui a été introduite par les Chinois assez tôt, en juin 2020, parce qu'il y avait du saumon, des crevettes, du bœuf,
dans le nord de la Chine retrouvés, importés d'Europe ou des États-Unis. Et puis enfin, donc, l'accident de laboratoire, puisqu'on faisait des recherches en gain de fonction, si ce n'est dans le P4 de Wuhan, en tout cas dans d'autres laboratoires plus proches du marché du premier cluster. Alors moi, ce que je trouve très intéressant, on ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé, enfin de mon point de vue, mais vous aurez peut-être d'autres hypothèses, c'est la façon dont les experts chinois ont introduit cette hypothèse de l'importation d'un produit congelé. Il me semble, d'après mes discussions avec les virologues, que ce soit peu probable qu'un virus se conserve dans un produit congelé, mais ça résonne avec tout un ensemble de préoccupations dans les autorités chinoises autour des marchés comme des lieux de conservation de la fraîcheur et d'une politique des autorités chinoises visant à remplacer les marchés aux animaux vivants, les fameux wet markets, qui est en fait un terme qui vient de Singapour, où c'est des marchés hyper propres, justement, ils sont nettoyés. Il y a quelqu'un qui m'appelle. De les remplacer par des supermarchés avec une chaîne du froid bien contrôlée, comme on a en Occident. Et il y a beaucoup de publications qui montrent que les Chinois n'arrivent pas à convaincre les citoyens qu'il faut remplacer ces marchés aux animaux vivants par des supermarchés. Et ça, c'est parce qu'il y a toute une construction de l'idée de fraîcheur qui a non seulement un aspect gustatif, un aspect de conservation, mais aussi carrément un aspect symbolique. Hein, et puis aussi le signe d'une méfiance par rapport aux autorités sanitaires. Alors, j'ai ensuite une diapositive qui est un peu lourde et que je vais vous épargner parce qu'il est déjà tard. J'ai occupé mon temps. Mais ce que j'espérais donc montrer pour lancer la discussion, c'est la façon dont justement la biosécurité, c'est pas seulement un risque qui peut être mesuré avec des scénarios, c'est aussi une préoccupation alors des gouvernements, bien sûr, mais aussi des citoyens. Et la façon dont les citoyens peuvent s'approprier cette préoccupation, qui a une dimension géopolitique énorme, hein, quand on réfléchit justement à toute cette histoire de la façon dont la biologie a été instrumentalisée dans les rapports militaires entre les États, qui peut être appropriée par les citoyens, à condition peut-être d'être lié avec leur préoccupation principale, qui est de savoir si ce qu'ils vont manger est dangereux ou pas. Merci de votre attention. Bien. Comment je fais? Alors, en attendant qu'on me mette le diaporama, je voudrais remercier l'intervenant parce que il a dit une partie de ce que j'avais à dire. Mais ce qu'il a dit est la réalité. La réalité, et je peux en témoigner. D'abord, une chose intéressante, c'est le vol de sexe. Eh bien, je peux dire que c'est la réalité parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Mon premier poste de médecin était en Afrique de l'Ouest, au Niger. Et un jour, arrive à mon cabinet, j'étais médecin militaire dans l'armée nigériane, oui, du Niger. Arrive un type qui me dit « Docteur, j'ai plus de sexe ». Alors je dis « Racontez-moi votre histoire ». Il me dit « Ben voilà, j'arrive du Nigeria et j'ai croisé une famille, alors c'était Zaoussa, il m'a serré la main et il a volé mon sexe ». Ben là, j'ai complètement désemparé en tant que médecin français face à cette histoire. Et la seule manière de résoudre cette affaire, c'est de voir les gourous locaux et puis gérer cette affaire selon la tradition, parce que, évidemment, la médecine ne peut rien à ça. Mais c'est vrai. Je l'ai vécu et ça a duré pendant 3-4 jours. Le type est revenu et me disait « Mais si, c'est sûr ». Donc, voilà. Donc, ce que je voulais cet après-midi, rapidement, et ce que vous avez dit va aider à la compréhension de ce que j'ai dit, c'est donc parler de recherche duale dans un contexte de biosécurité. Donc, comme vous l'avez compris, j'ai été médecin militaire pendant un certain nombre d'années, puisque j'ai terminé ma carrière en 2009, non pas dans le domaine de la biosécurité, mais dans le domaine de l'aéronautique, où
mon centre de recherche, qui était l'Institut de médecine aérospatiale, s'occupait non pas de biosécurité, mais de sécurité aéronautique et de facteurs humains et de prise en compte des questions de sécurité sur le plan à la fois sociologique dans le milieu militaire, mais de manière plus générale dans le domaine de l'aéronautique civile et dans le domaine des hôpitaux, avec un certain nombre de psychologues et de sociologues qui travaillaient sur ces questions, notamment dans le contexte de la réduction des accidents et des incidents aériens. Et c'est intéressant et c'est important parce que ce sont des sujets qu'on travaille aujourd'hui à Pasteur. Donc, sécurité, sûreté. Je voudrais d'abord bien rappeler, alors j'ai mes diapositives en anglais parce qu'on m'a dit qu'il y avait peut-être des anglophones, donc je parlerai en français, mais elles seront en anglais, la différence qu'il y a entre biosafety et biosecurity. Et ça, je crois qu'il faut absolument que dans votre esprit, ça soit très clair. Quand on vous parle de biosécurité, on vous parle de biosafety. Quand on vous parle donc quand on vous parle de biosecurity, on vous parle de biosureté, et quand on vous parle de biosécurité, on parle de biosafety. La biosafety, c'est tout le contexte, c'est la protection du travailleur, c'est le contexte des laboratoires protégés, L2, L3, L4, etc. La biosécurité, c'est la protection contre la malveillance et tout ce qui pourrait être utilisé à d'autres fins, et soit par négligence, soit de manière intentionnelle. Alors c'est la prolifération des armes de destruction massive pour les armes biologiques, ça peut être d'autres contextes, mais donc il faut bien avoir en tête ces deux définitions, qui sont à la fois des définitions du Code de la santé publique, mais également des définitions de l'OMS. Alors, on va passer rapidement sur ce qui vient d'être dit, sur les affaires soviétiques à l'époque donc de biopréparate. Vous en avez parlé largement. Donc Ken Alibek que j'ai rencontré à plusieurs reprises, puisque j'ai fait plusieurs missions après le démantèlement de l'Union soviétique, en Union soviétique, justement pour la reconversion des chercheurs qui avaient travaillé dans des domaines des complexes militaro-industriels dans le domaine de la biologie. J'ai par exemple visité l'Institut Ivanov qui détenait avant Novosibirsk, avant Vector, les souches de variole que conservait l'Union soviétique, comme Atlanta conservait aussi des souches, et conserve toujours des souches de variole. Donc, il faut savoir que ce personnage, Ken Alibek, était le numéro 3 de biopréparate, qu'en 1992, il est parti effectivement aux États-Unis, qu'il a fait ce livre dont vous avez parlé, et que ce livre donc a montré l'ampleur de ce programme, plusieurs milliers d'instituts, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui étaient impliquées dans un programme dont on avait eu vent avec cette affaire de Sverdlovsk, d'anthrax, d'accident dans un centre de recherche, enfin dans une industrie dans l'Oural, à Sverdlovsk, donc aujourd'hui Ekaterinbourg. La flèche que l'on voit, et avec les points, c'est les endroits où on a retrouvé, après les enquêtes de Matthew Meselson, un certain nombre de personnes qui ont été contaminées par du charbon, et notamment au niveau des points B et C, c'était au niveau d'une industrie de céramique, où se sont retrouvés concentrés les cas de charbon. Mais il a fallu plus de 10 ans et la chute de l'Union soviétique pour que les Russes reconnaissent qu'il y avait eu un problème dans cette installation. Problème qui était très simple, c'est au moment d'un changement de filtre sur un fermenteur, le filtre a été mal repositionné, il y a eu une fuite dans l'atmosphère de spores de charbon qui a provoqué donc on a recensé une centaine de cas, plus que quelques cas, bien entendu, dans les populations de moutons qu'il y avait là. Mais au départ, les Russes
on clamait, comme les Chinois aujourd'hui, que c'était un problème alimentaire de viande avariée sur le marché de Sverdlovsk. Le programme irakien, que là je connais très bien, puisque de 90 à 98, j'ai suivi l'ensemble des Français qui sont partis avec les inspections de l'UNSCOM pour le programme biologique. Donc, le gendre de Saddam Hussein, grâce à qui on a pu avoir une idée du programme qui s'est développé entre les années 80 et les années 90, notamment dans cette entreprise à Al-Hakam, qui était une entreprise au sud, près de Babylone, qui était équipée de fermenteurs qui avaient été achetés initialement par les Irakiens pour faire des vaccins clostridiens. L'Institut Mérieux avait été contacté pour fournir des fermenteurs. Charles Mérieux, que j'avais rencontré à l'époque, il dit on a refusé parce qu'on ne sentait pas bien les raisons pour lesquelles il nous avait demandé cela. Et surtout, ils avaient été échaudés parce qu'ils avaient construit un institut pour faire du vaccin contre la fièvre afteuse et que ça s'était passé à frottement dur avec les Irakiens. Donc, ce sont des fermenteurs qui ont été importés d'Italie par une structure qui servait de point d'entrée complètement démarqué, qui servait aussi bien le civil que le militaire. Ces fermenteurs ont été installés à côté de Bagdad dans un institut d'agronomie pour faire du vaccin. Il n'a jamais fait le moindre vaccin. Il a été transféré ensuite sur ce centre. Et là, effectivement, ils ont fabriqué non pas des toxines botuliniques, mais du charbon. Du charbon en grande quantité. Quand on a inspecté cette installation, il faut savoir qu'on a fait des prélèvements. Ces prélèvements ont été analysés ici en France, à la fois par l'Institut et par le Centre d'études du Boucher, aux États-Unis et en Angleterre. On n'a jamais trouvé la moindre trace de charbon, avec des techniques qui venaient d'être mises au point de sondes moléculaires. Et après avoir retrouvé les archives, donc grâce à ce monsieur Hussein Kamal, on a compris que, en fait, entre janvier 91 et juin 91, ils avaient complètement démonté les systèmes, nettoyé avec du glutaraldéhyde et à la chaleur, usé les sols, repeint les sols et réusé les sols pour faire croire que ça avait été utilisé à des fins normales de production de protéines unicellulaires pour l'alimentation animale. Mais aucun élément tangible, si ce n'est des stocks un petit peu curieux de thiodiglycolate et de milieux de culture, mais qui, lors d'une première inspection, n'avaient pas attiré particulièrement l'attention. Et là, c'est des obus qu'ils avaient chargés avec du biologique. Alors, c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune notion de problèmes de vectorisation de ce type d'agents. Les problèmes de granulométrie, ils ne les maîtrisaient pas du tout. Ils chargeaient les têtes. Ça, là, en bas, c'est des missiles à Hussein qu'on a retrouvés dans le Tigre, qui avait été chargé avec là, je crois que c'était de la toxine botulinique, mais c'était des liquides. Donc, en termes de cinétique, pour des systèmes d'armes, ça n'avait aucun sens. Mais ça avait quand même été tenté. Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est là où il faudrait qu'on en peut-être en discute, c'est qu'entre 95 et 99, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de reprise de ces programmes. Il y a eu des allégations de reprise. Hein. C'est ce qui a déclenché la Seconde Guerre du Golfe, mais on n'a jamais retrouvé à l'issue, après 95, après 98, de nouveaux éléments par rapport à ce que l'on connaissait. Alors,
il n'y a pas que les armes biologiques, hein, là je vous ai présenté quelques cas, il y a aussi la problématique du bioterrorisme ou des conflits utilisant des agents biologiques. Les salades bar, c'est 84, c'est la contamination au nord des États-Unis de salades bar par une secte, la secte Rajni, avec des salmonelles. 750 TIAC, 40 hospitalisations, mais surtout un niveau de panique extraordinaire. Donc le problème sociétal que vous évoquez tout à l'heure, dans le domaine biologique, du fait de la transmission, est quelque chose qui est fondamental. Et en ce qui me concerne, en tout cas, quand je parle de ces questions, je dis que le problème biologique, il n'est pas tant dans le nombre de victimes possibles, il est surtout dans la désorganisation des sociétés et dans le contexte économique que cela peut engendrer. Imaginez, c'est ce que dans un bouquin que j'avais repris et qui a été republié en 2011, l'édition Princeps avait été publiée en 80, où il y a un scénario de résurgence de variole. On a essayé d'analyser le mouvement de panique et la désorganisation au niveau de la société que cela pourrait intégrer. Et notamment, on avait réfléchi à cela quand on avait construit les plans variole dans les années autour des années 2008-2010. Parce que c'est un contexte qui peut complètement désorganiser, créer des troubles au niveau politique, au niveau économique et au niveau social avec des transferts de population. Et on l'a vécu quelque part avec le Covid, hein, d'une certaine manière. Donc la panique, hein, il faut retenir ça, la panique, c'est le contexte le plus dangereux en termes d'usage biologique. Alors autre cas, et ça rejoint ce que vous disiez à propos des armes ethniques, c'est l'affaire en Afrique du Sud du programme COAST. Qu'est-ce que c'est que le programme COAST? Le programme COAST, c'est un programme qui a été établi dans les années 80 par Wouter-Basson. Wouter-Basson était cardiologue dans l'armée sud-africaine et cardiologue de Peter Botha, qui était à l'époque le Premier ministre sud-africain. On est dans l'époque de l'apartheid. Il faut arriver à préserver le système et le régime des Blancs. Donc, il faut réfléchir à la manière de contrecarrer l'African National Congress. Et ce personnage donc, avait imaginé un certain nombre de solutions, à la fois chimiques, hein, et alors chimique, par exemple, c'était imprégner des t-shirts avec des produits toxiques et les distribuer largement dans la population noire. Et il avait imaginé un programme qui est aujourd'hui le sujet du jour, c'est l'utilisation faire une recherche sur un programme éthique en disant les noirs sont noirs, les blancs sont blancs, il faudrait trouver cibler des gènes particuliers des populations noires qui permettraient de stériliser les femmes de manière à réduire la population. C'était complètement farfelu, surtout à l'époque. On est dans les années 80, donc on est vraiment au balbutiement. C'était absurde, mais c'est quand même, il a eu quand même le soutien de son gouvernement. Et au procès Vérité et Conciliation, il a déclaré qu'il reconnaissait avoir fait ce qu'il avait fait et que c'était légitime dans le contexte de l'époque parce que pour lui, le serment le serment qu'il avait fait à son gouvernement était supérieur au serment d'Hippocrate. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Parce que dans un contexte sociétal où, et on le voit bien avec des radicalisations qui peuvent se produire entre communautés, ce sont des choses qui peuvent être reprises, voire repensées. Donc je pense que ce n'est pas inutile d'avoir ce sujet et de connaître cette affaire, dont vous pouvez trouver l'entièreté du programme sur Internet. Hein, le projet COAST existe. Donc, ce que vous avez dit, les problèmes de rumeurs, donc l'allégation
pour déclencher en 2003 sur le fait que les Irakiens s'étaient relancés dans un programme qu'on n'a jamais pu trouver, mais c'était quand même des allégations. Hein. Et puis les fameuses allégations donc de la Russie en 2011, hein, de collusion entre des laboratoires militaires et géorgiens. Et puis, en 2022, même chose avec l'Ukraine. Alors, il faut savoir que c'est la Russie comme l'Ukraine, après la chute de l'Union soviétique, il y a eu un programme d'envergure à laquelle l'Union européenne a participé, mais qui a été surtout poussé par les États-Unis, de reconversion des centres de recherche militaro-industriels soviétiques dans des activités civiles. Les Russes ont eu ce programme a été financé en Russie et suivi en Russie jusqu'en 2013. Et en 2013, les Russes ont dénoncé le programme et ce programme était toujours en vigueur en Ukraine jusqu'à une époque très, très récente. Ce qui sert qui alimente aussi les allégations. Alors, je ne sais pas ce que votre collègue russe, mais ça serait intéressant de l'entendre là-dessus, parce qu'effectivement, la connaissance du russe est quand même quelque chose d'important sur ces sujets. Voilà, donc, la question du risque en termes de biosécurité, il est évident et il ne faut pas croire que ça, c'était du passé. Hein, ça reste dans l'actualité, ça reste dans des préoccupations, le détournement d'usage, même si la plupart des pays sur les 192 États des Nations Unies, sur à peu près 187 ou 188 ont ratifié la Convention d'interdiction des armes biologiques, il n'empêche qu'il y a des pays qui ne l'ont pas ratifié. Et donc, le risque reste présent. Et même si certains pays l'ont ratifié, on voit bien qu'à 72, les Russes sont partis à cette convention et pourtant ils ont développé leur programme biopréparate. Hein. Et Parsenik, dont vous avez parlé, était donc responsable d'une usine à Saint-Pétersbourg qui était en charge de fabriquer donc de la peste. Et il se trouve que je l'ai rencontré aussi parce qu'il est passé en France avant de partir en Russie. Voilà, alors donc, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on se réintéresse à ces questions et pourquoi est-ce qu'on s'y est réintéressé pas tant parce que le Covid a été un booster dans ces questions, que parce qu'il y a depuis un certain nombre d'années une réflexion sur donc justement les problèmes de bénéfice-risque en termes de recherche en biologie, bénéfice-risque. Alors avec donc les questions, la manière dont sont menées donc des évaluations du risque, et puis l'émergence de nouveaux paradigmes. Alors la convergence des nanotechnologies, donc ce qu'on appelle les NIBC, qui donc élargissent le champ des possibles en termes de biologie. L'apparition donc de la biologie de synthèse et l'affinement des techniques d'édition des génomes. Et puis deux questions qui sont beaucoup plus sociétales, c'est le développement des sciences amateurs. Alors, on appelle ça la science de garage ou le do it yourself, enfin, on peut l'appeler comme on veut, c'est-à-dire c'est la sortie de l'université, de la sortie de l'industrie ou du développement des techniques pour en faire un petit peu une science d'amateur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec des moyens assez limités, vous pouvez monter votre petit laboratoire de biologie dans votre garage avec un groupe, il y a des associations qui existent. Et donc, il faut être bien conscient que, en plus, l'accessibilité des banques de génomes fait que vous pouvez, bien entendu, faire jouer votre imagination sur des applications techniques intéressantes, mais ça peut aussi engendrer des travaux beaucoup plus malveillants. Et puis, donc, l'open science,
aujourd'hui, on publie et on publie en ligne, voire on fait des prépublications avant qu'elles soient revues par les pairs. Et là aussi, quelquefois, il peut y avoir des dérapages, c'est-à-dire que en science, tout doit être communiqué, mais il y a des choses qui ne doivent pas être communiquées. Et ça, c'est quelque chose qui est important et l'on doit se poser la question. Nous-mêmes, hein, quand moi je travaillais en laboratoire, à 2 ou 3 reprises, sur un certain nombre de travaux, eh bien, on s'est dit non, ça, on ne le publiera pas parce que il peut y avoir un risque derrière d'utilisation malveillante, donc on n'a pas publié. Donc, ces questions sur la biosécurité et la biosureté, eh bien, accroissent, hein, dans un contexte d'accroissement de la connaissance, a conduit à ce concept de dual use research concern, donc de recherche duale inquiétante, hein, dont vous avez sûrement les uns ou les autres entendu parler. Et ce processus, il n'est pas arrivé brutalement après 2001. Comme vous l'avez dit très bien dit, il y a eu tout un processus de réflexion ces 30 dernières années, voire 40 dernières années. Moi, je suis parti de 72 et de la Convention d'interdiction des armes biologiques, mais on aurait pu, il y a eu des réflexions, notamment avec Pugwash dans d'autres antérieurement. Et puis, l'apparition des techniques de biologie moléculaire avec, en 75, la conférence d'Asilomar et une première réflexion sur la possibilité d'un moratoire et les réflexions éthiques autour de ces questions donc d'utilisation de la biologie moléculaire. Ça a été en 85 la création du groupe Australie. Alors ce groupe Australie, c'est un groupe qui est informel entre des États qui se sont engagés à avoir une réglementation et un contrôle suffisamment important pour des échanges de matériel dit à usage dual. Alors, on entend dans le matériel à usage dual un usage civil et un usage militaire. Par exemple, ce groupe Australie, pourquoi Australie? Parce qu'il s'est réuni une première fois à l'ambassade de France, à l'ambassade d'Australie à Paris, et qu'il se réunit à peu près tous les ans. Et il faut savoir que, par exemple, la semaine prochaine, je reviens il y a ce groupe Australie qui nous a demandé justement qui commence à s'intéresser aux questions d'usage, d'échange de matériel non intangible, c'est-à-dire de savoir-faire, dans le cadre des recherches duales. Et on a une demi-journée consacrée aux recherches duales dans le contexte du groupe Australie. La première guerre du Golfe, je n'y reviendrai pas. L'affaire du charbon aux États-Unis et les enveloppes contenant du charbon, avec une peur au niveau international. En France, à l'époque, on a eu 4500 fausses alarmes qu'il a fallu traiter, analyser, hein, avec donc des poudres blanches qui venaient de n'importe où. Dès qu'il y avait quelqu'un qui trouvait une poudre blanche dans sa boîte aux lettres, on a eu le cas, eh bien, il fallait l'analyser, donc l'envoyer dans des laboratoires compétents pour rechercher le charbon. À l'époque, c'est essentiellement le laboratoire du Centre d'études du Boucher, qui est un laboratoire de défense, le laboratoire du Centre de recherche du service de santé des armées, qui à l'époque était à Grenoble, et puis l'Institut Pasteur, qui ont fait les 4/5e des travaux, et quelques laboratoires de Nancy et de Lille qui ont participé également à cette recherche. 4500, c'est-à-dire que ça a bloqué complètement l'activité de laboratoires de recherche militaire, en tout cas, pendant 3 mois. Pendant 3 mois, ils n'ont fait que ça, hein, avec des résultats qui ont été négatifs, sauf une fausse alarme. Mais voilà, donc quelque chose qui est important de savoir, c'est que un événement qui se passe quelque part peut s'étendre
et causer donc des perturbations sur l'ensemble de la planète. Et je crois que, encore une fois, avec les 2 années ou 3 années qu'on vient de vivre, on a bien vu hein, ces questions qui dépassent largement les frontières. Et puis, à partir de 2001, 2004, 2003, 2004, c'est la reconstruction et la publication d'un certain nombre de génomes viraux, la reconstruction par biologie de synthèse du virus de la polio, qui ont conduit donc à un document qu'on considère comme le document fondateur, publié par les académies des sciences aux États-Unis, qui est un rapport sur les recherches dues à la risque dans le contexte à l'âge des biotechnologies. Hein, et le rapport conclut, enfin, donc, que les biotechnologies, bien, ça peut aller dans le bien ou dans le mal, hein, good or bad, et que donc il y a un besoin de régulation dans la recherche au niveau international pour examiner et encadrer ou tout au moins poursuivre les progrès de ces recherches en biotechnologie. Alors là, je vous ai replacé, on ne va pas le détailler, hein, un certain nombre d'événements qui ont conduit à l'augmentation de ces réflexions, et notamment depuis 2011 avec la publication controversée enfin de Ron Fouchier et de Kaoka sur le virus H5N1 et les modifications génétiques donc, qui étaient du gain of function. Hein, puisqu'ils ont pu montrer hein, qu'en modifiant 5 gènes du virus H5N1, on pouvait le rendre contagieux, au moins dans une expérimentation chez le furet. Vous connaissez probablement tous ces publications. Hein, cela a conduit donc à toute une réflexion autour de ces techniques. Sont-elles légitimes, ne sont-elles pas légitimes? Cela peut-il être publié, cela ne peut-il pas être publié? L'OMS a tranché, c'était en février 2012, a autorisé moyennant quelques modifications dans les matériels et méthodes, la publication de ces travaux. Et puis, il y a eu, dans la même période, un certain nombre d'incidents de laboratoire qui ont conduit à s'interroger sur le fait que eh bien, les incidents de laboratoire, c'est quelque chose qui existe. Les accidents de laboratoire, ça existe. Et que finalement, en dehors donc de quelques publications sur ces sujets-là, eh bien, il n'y avait pas réellement de suivi sur ces incidents et d'analyse de risque à l'issue de ces incidents pour savoir si ces incidents étaient tombés on n'avait pas pu les maîtriser. Qu'est-ce que ça aurait donné s'il y avait eu l'incident? Il n'y a pas de réflexion, il y a simplement une collation, des statistiques sur quelques incidents qui ont été publiés quelques-uns dans les années 2000, quelques-uns dans les années 2010. Mais enfin, il n'y a pas de travaux complètement exhaustifs et réguliers sur ces questions, et ces questions qui ne concernent que les cas où il y a ce qu'on appelle des infections liées au laboratoire. Donc, en gros, des déclarations au registre des constatations, comme quoi monsieur un tel, en ayant manipulé tel ou tel virus, tel ou tel pathogène, s'est piqué ou a eu un problème, au cas où il développerait donc une maladie ultérieurement. Les incidents qui ne donnent pas lieu à un constat de risque pour l'homme, eh bien, ne sont pas répertoriés, ne sont pas analysés. Or, quelquefois, ils auraient pu avoir des conséquences plus graves. En 2015-2016, il y a eu un moratoire aux États-Unis sur les recherches sur le MERS, le SARS et le virus donc, de la grippe H5N1 et H7, il me semble,
et puis sur les poxvirus, moratoire qui a duré 2 ans. Alors un moratoire, c'est-à-dire que les travaux certains travaux sur ces virus n'étaient plus financés par le gouvernement américain dans des laboratoires américains. Et puis, en 2019-2021, eh bien, le Covid et donc aujourd'hui, les discussions qu'il y a autour de la possibilité qu'il y ait eu un incident de laboratoire à l'origine de l'épidémie de Covid, affaire qui n'est pas tranchée. Voilà. Dernier exemple pour montrer qu'il y a vraiment une réflexion à avoir autour de ces techniques, eh bien, c'est la publication en 2018 par Yves Evans de la reconstruction de l'Orspox virus je crois que ça a été en quelques mois, dans un laboratoire, dans un laboratoire canadien, à partir de fragments d'acide nucléique de synthèse, hein, sans qu'il y ait de légitimité sur cette reconstruction, autre que... Evans avait déclaré à l'époque que c'était pour améliorer la connaissance du virus et pouvoir améliorer les vaccins existants. Mais il n'y avait pas de demande particulière en termes de vaccins contre la variole et contre l'Orspox virus à l'époque. Et finalement, donc, ça a soulevé des controverses dans beaucoup de communautés qui s'intéressent aux problèmes de biosécurité. Et finalement, il a admis qu'il avait fait ça pour démontrer que c'était faisable et que maintenant, donc, la société devait vivre avec le fait que c'était faisable. Je trouve que sur le plan scientifique, sur le plan éthique, c'est quand même un peu court. Donc, tous ces événements, toutes ces réflexions ont conduit à une définition de ce que l'on appelle les recherches duales, donc le Dual Use Research Concern, le DURC. Hein. Ce sont des recherches qui est sur la base de l'état de l'art. Hein. Et ça, je pense que c'est important aussi de le savoir. C'est-à-dire, on peut spéculer, il faut quand même être raisonnable et s'en tenir à l'état de l'art. Peut anticiper donc des produits, des technologies qui pourraient être directement mise à plat, c'est-à-dire donc appliquée à d'autres fins que des fins légitimes, et être une menace pour la santé publique, la sécurité, l'agriculture, hein, donc tout ce qui est autour des récoltes et des animaux, hein, et puis l'environnement, le matériel et la sécurité nationale. Donc c'est vraiment très très large, et c'est une définition à peu de choses près qui a été reprise par l'OMS dans dans sa dernière publication qui date de 2022, donc qui est très récente. Alors, tout ça, ça pose bien entendu des questions éthiques qui, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable en termes de recherche duale. Hein, c'est-à-dire de recherches qui peuvent soit être mal utilisées, soit ouvrir un risque en cas d'accident, hein, qui serait une menace inacceptable. Inacceptable par les conséquences possibles pour l'homme et son environnement, et éthiquement inacceptable, hein, parce que scientifiquement injustifiable. Et c'est pour ça que l'on incite aujourd'hui sur un certain nombre de travaux, et on parlera du gain of function notamment, à avoir une réflexion sur le but de la recherche face aux risques que l'on peut prendre en les conduisant. Hein, et je recite là la charte de l'environnement parce que on est quand même aussi dans ce question. Donc, on est vraiment dans un problème d'éthique de la recherche et de responsabilité de la recherche et de l'innovation, qui ne sont pas des mots en l'air, puisque ce concept ce paradigme donc de recherche et d'innovation responsable a fait l'objet d'une déclaration de l'Europe
en 2014, hein, qui donc dit textuellement une recherche et une innovation responsable, hein, sont une approche qui anticipe, hein, les potentielles implications et le potentiel implication en termes de risque, en termes de société, hein, donc avec donc une inclusive innovation. Alors là, j'ai cherché un petit peu ce qu'ils entendaient par innovation inclusive, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la problématique de la société, hein, et on est également dans des innovations qui sont soutenables, hein, parce que elles améliorent l'environnement et les conditions de vie de la société. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose, je pense, qui est important et que, en tant que chercheur, il faut désormais intégrer complètement lorsque l'on se lance dans des programmes de recherche, avec donc cette balance, hein, entre le risque et le bénéfice, avec donc comme risque, eh bien, les conséquences sur des événements indésirables, les conséquences de l'erreur, parce que on fait tous des erreurs. On fait tous des erreurs. Et j'entends souvent, et c'est naturel parce que nous-mêmes, on l'a dit, mais ça, je le fais depuis 10 ans. Et donc, j'ai l'habitude. Eh bien, c'est justement parce qu'on fait les choses en routine, qu'on ne les analyse pas, que là, l'erreur survient. Et dans le domaine de l'aéronautique, par exemple, c'est ce que l'on explique, c'est pas parce que vous avez serré 1000 fois un boulon avec la force dynamique qu'il fallait, que une fois, parce que vous avez été préoccupé, parce que vous avez été distrait, eh bien, vous avez oublié de le serrer à la valeur nominale, et c'est là que peut survenir l'incident. Donc, savoir checker ce que l'on fait, y compris quand c'est quelque chose qu'on en a l'habitude de faire. Et tout cela, eh bien, il y a des techniques qui existent. Alors, elles sont particulièrement importantes dans tout ce qui est donc ce qu'on appelle les gains de fonction. Et aujourd'hui, c'est vraiment au centre des débats dans la recherche biologique. Est-ce que les travaux de gains de fonction sont légitimes ou pas? Est-ce que si elles sont légitimes et qu'elles ont été légitimées, comment est-ce qu'on peut leur mettre en place un contrôle strict pour vraiment s'assurer qu'elles sont conduites dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Tout cela, ça nécessite bien entendu de bien connaître les techniques d'évaluation des risques, et ça passe aussi par des actions, hein, d'information et de formation, hein. Et ce sont des choses que l'on a, sur lesquelles on a travaillé avec le Conseil national consultatif pour la biosécurité, notamment à travers un rapport en 2016. Bon, je crois que je vais m'arrêter parce que j'ai dépassé mon temps, et on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Merci.